Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de John Carpenter, le maître de l'horreur, celui qui nous aura à jamais imprimé la rétine avec ses visions cauchemardesques, de Halloween à l'antre de la folie en passant par The Fog, The Thing ou encore Christine. Le réalisateur a toujours su construire une mise en scène terriblement efficace pour donner aux spectateurs des frissons de terreur absolue. Mais comment John Carpenter filme l'horreur? Y a-t-il une récurrence dans son procédé de mise en scène? C'est ce que nous allons essayer de décrypter dans cette vidéo. Bien que la plupart de ces films ont une dimension surnaturelle composée de créatures ou de personnages au pouvoir fantastique, John Carpenter n'oublie jamais que la chose la plus terrifiante de ses histoires reste avant tout le caractère irrationnel de l'être humain. Que ce soit Mac Myers, ce personnage dénué d'émotions qui parcourt tout le film avec une détermination inébranlable, les chercheurs dans The Thing qui deviennent des hommes possédés, ou encore Arnie Cunningham dans Christine qui sombre peu à peu dans la paranoïa et la folie, c'est bien la représentation d'un être humain rongé par le mal, au comportement totalement irrationnel, qui reste à mon sens l'élément le plus effrayant dans les films de Carpenter. Et pour mettre en scène de manière horrifique cette folie humaine, le réalisateur a toujours fait preuve d'une certaine économie de moyens et d'une approche assez discrète pour justement se faire oublier derrière la caméra et se permettre ainsi de mieux surprendre et terrifier le spectateur lorsqu'il sort ses effets horrifiques. Il dira même que la mise en scène doit rester autant que possible invisible pour être uniquement dédiée à l'efficacité absolue de l'histoire. Sauf exception de ces fameux plans séquences dans Halloween, il est vrai que Carpenter privilégie la plupart du temps un style visuel épuré, composé essentiellement de plans fixes, plutôt que des mouvements de caméra très complexes. Finalement assez proche du cinéma classique hollywoodien, il s'inspirera même de son maître à penser Howard Hawks pour réaliser l'un de ses tout premiers films, Assaut, qui est en réalité une relecture plus violente et horrifique du western Rio Bravo, réalisé par Howard Hawks en 1959. C'est quasiment un remake déguisé puisque dans les deux films, on suit l'histoire d'une poignée de personnages assiégés dans un lieu clos par une armée de tueurs. Mais au-delà des effets spéciaux dédiés à une imagerie cauchemardesque, je trouve que c'est surtout en filmant l'horreur avec des plans statiques que le réalisateur parvient à représenter le mal comme une force immuable et indestructible. Comme si le plan fixe de ces images nous donnait l'impression d'être pris au piège par une menace inéluctable. Et pour renforcer la puissance de sa mise en scène, John Carpenter va donner une place très importante à un élément fondamental pour entretenir l'atmosphère anxiogène de ses films, la musique. Une musique qui est bien à l'image de sa mise en scène, à savoir minimaliste, mais encore une fois, diablement efficace pour suggérer l'horreur et provoquer l'angoisse. Souvent composée comme le reflet des palpitations du cœur, la musique joue sur la répétition d'un même motif pour marteler, voire agresser le spectateur avec une sonorité qui symbolise le mal comme une puissance brute et déterminée. Mais là où le réalisateur va être encore plus pervers pour susciter l'angoisse, c'est quand il va emprisonner dans un même cadre l'entité maléfique avec ses protagonistes. Une approche de mise en scène ultra flippante qui rend l'issue presque impossible et qui correspond en plus à une thématique très récurrente dans la filmographie du réalisateur, l'enfermement. Cette obsession de l'enfermement, on la retrouve un peu partout puisque dans le film Assaut, les personnages sont enfermés dans un commissariat. Dans New York 1997, le héros évolue dans une gigantesque prison à ciel ouvert. L'intrigue de The Thing se déroule presque à huis clos dans une station de recherche isolée au milieu de l'Antarctique. Dans Christine, plusieurs personnages suffoquent en se retrouvant coincés à l'intérieur de la voiture. Et dans Le Prince des Ténèbres, le réalisateur enferme ses personnages dans une vieille église. Donc, pour John Carpenter, l'horreur est très souvent synonyme d'enfermement, et c'est ce qu'il essaye de traduire dans sa mise en scène à travers ses plans fixes, qui emprisonnent le mal avec ses personnages, comme une concordance parfaite entre le fond et la forme. Voilà pourquoi le réalisateur aime souvent dissimuler la menace à l'intérieur du même plan où se trouvent ses personnages. Attention, pas uniquement dans le même décor ou le même endroit que ses protagonistes, mais dans le même cadre. Que le héros ou l'héroïne se retrouvent dans la même pièce ou le même endroit que le méchant du film, c'est tout à fait commun dans un film d'horreur, il faut bien qu'il y ait une confrontation. Mais Carpenter, lui, construit souvent sa mise en scène autour d'un plan large, fixe, ou alors en mouvement très léger, qui nous fait soudainement découvrir le danger qui se cachait tout près de ses personnages, et ça sans faire une seule coupe.
De cette façon, il accroît un sentiment d'angoisse chez le spectateur en lui rappelant que le mal était en réalité déjà présent depuis le début de la scène, en train d'observer et attendant de surgir pour mieux attaquer. Ce qui donne à la menace un caractère sournois et invisible. C'est peut-être ça, l'une des plus grandes peurs de John Carpenter, être observé à son insu par un être caché dans l'obscurité. C'est ce qui viendrait expliquer en partie la raison pour laquelle il a voulu réaliser en 1978 le téléfilm Meurtre au 43e étage, dont le titre anglais n'est autre que Someone Watching Me. Rien d'étonnant non plus à ce qu'il ait été séduit par mettre en scène une nouvelle version des aventures de l'homme invisible, parce qu'en termes de personnages qui épient les gens à leur insu, ça se pose là. Eh, déconne pas. Et c'est bien là où je voulais en venir avec cette vidéo, vous exposer une des approches quasi systématiques que le réalisateur adopte pour filmer l'horreur. Cette menace invisible ou dissimulée qui envahit l'image pour surprendre les protagonistes, eh bien on va la retrouver dans la plupart des films du réalisateur, comme vous allez le voir. Prenons par exemple Halloween, où Carpenter utilise cette technique au moins 6 fois dans le film pour introduire Mike Myers dans une scène. Dans cette image, l'assassin apparaît en arrière-plan, immobile, scrutant sa prochaine victime. Le fait qu'il soit flou le rend encore plus impassible et renforce la dimension surnaturelle du personnage. Ici, le réalisateur ne montre pas physiquement son antagoniste, mais joue sur son ombre qui passe au-dessus de ses futures proies. Une façon subtile et bien flippante de montrer que le tueur plane dans la pièce comme un esprit frappeur. Et pour créer ces effets de jumpscare, le réalisateur utilisera également la même technique, un plan fixe sur la victime avec une apparition soudaine du tueur dans le champ. Dans ce plan, le tueur se découvre petit à petit en sortant de l'obscurité derrière Jamie Lee Curtis, ce qui rend l'attente totalement insoutenable. Il utilisera la même technique dans Halloween et The Fog pour dissimuler un cadavre dans le plan. Dans cette scène, Carpenter fait monter la tension en capturant dans le même cadre le danger en arrière-plan, pendant que le protagoniste, en premier plan, ne se doute de rien. Il usera de la même composition entre premier plan et arrière-plan dans The Fog et The Thing pour suggérer une menace imminente. Encore une fois, le cinéaste réitère la même approche pour ses effets de jumpscare en faisant entrer soudainement à l'intérieur du cadre le tueur. Et on en vient à l'une des visions d'horreur de The Thing qui me donne à chaque fois des frissons de dingue, c'est ce très court plan qui nous montre Kurt Russell discutant avec ses collègues pendant qu'une putain de tête d'araignée s'éloigne derrière lui avec ses énormes pattes. Le fait de voir un truc aussi horrible dans le même cadre, dans le même espace du héros, c'est ce qui à mon sens donne la chair de poule. Dans le film Christine, on retrouve également cet effet de surprise avec les phares de la voiture qui illuminent soudainement l'héroïne, nous révélant que l'entité maléfique était bien présente dans le garage depuis le début de la séquence. Dans Le Prince des Ténèbres, on retrouve encore cette composition du cadre avec l'apparition de la menace en arrière-plan pendant que l'héroïne ne se doute de rien au premier plan. Dans cette scène, c'est le mouvement de l'acteur qui révèle le danger derrière lui, créant l'effet de surprise. Tout comme dans L'Antre de la Folie quand Sam Neill se réveille de son cauchemar. On aura donc vu que les films de Carpenter forment une certaine harmonie entre style visuel, musique et thématique. Mais, au-delà de cette efficacité formelle qui glace le sang des spectateurs, le réalisateur nous fait aussi comprendre symboliquement par ses choix de mise en scène que le mal est toujours avec nous, voire à l'intérieur de nous. Comme le souligne très bien la thématique du film The Thing, qui nous montre essentiellement qu'une puissance maléfique trouve en l'être humain le refuge idéal pour se cacher profondément. On a souvent comparé le maître de l'horreur au maître du suspense, Alfred Hitchcock. Pourtant, Carpenter a toujours affirmé être davantage influencé par le style d'Howard Hawks, qui construisait sa mise en scène en fonction de ses intuitions plutôt qu'en fonction d'un découpage prévu en amont du tournage, comme le faisait habituellement Hitchcock. Ce qui, pour Carpenter, laisse peu de place à la spontanéité. Il qualifiera même l'approche d'Hitchcock de glaciale, disant que ses scènes de suspense sont dépourvues de surprise parce que trop calculées à l'avance. Pourtant, quand on voit la scène de la douche de Psychose qui enferme dans un même plan l'héroïne et Madame Bates, on peut pas s'empêcher de voir une très forte affiliation entre ces deux maîtres du 7e art. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de ce réalisateur cultissime. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la partager sur les réseaux de l'internet. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est pour vous le film le plus flippant de toute la filmographie de John Carpenter.
Et j'avais aussi envie de vous dire un autre truc, j'ai oublié. Attendez,